Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Dominique de Villepin écarte toute idée de démission. Dans sa conférence de presse mensuelle, le Premier ministre affiche un ton volontariste et défend toujours le CPE. Les syndicats étudiants et lycéens ont été reçus à leur tour par les parlementaires. Un simple round d'observation. Ils appellent à intensifier la pression. Les actions éclairs, elles se sont multipliées aujourd'hui encore dans de nombreuses villes, sur les routes, dans les gares et les aéroports. Mais les présidents d'université appellent maintenant à la reprise des cours. Des plans d'urgence vont être mis sur pied pour compenser le temps perdu. Vive émotion et marche silencieuse contre la violence à Mantes-la-Jolie, où un lycéen est toujours dans le coma. Il a été frappé pour avoir défendu un camarade. L'agresseur présumé a été arrêté aujourd'hui. Il n'a que 14 ans. Une fin de campagne à couteau tiré en Italie. Silvio Berlusconi attaque tous azimuts, la presse, les juges et les patrons accusés de comploter contre lui. Peut-être une réponse à l'un des mystères de l'évolution. Des scientifiques ont découvert au Canada des fossiles d'un poisson alligator. Ils pensent qu'il s'agit d'un chaînon manquant entre les poissons et les vertébrés capables de se mouvoir sur Terre. Enfin, le tabou de la calvitie, perdre ses cheveux nourrit toujours les complexes pour 3 hommes sur 4. Traitement, implant, perruque, ils sont tout de même de plus en plus nombreux à consulter. C'est le dossier de cette édition. Le temps semble suspendu dans le conflit du CPE. La solution doit venir de l'Assemblée nationale. Oui, mais laquelle? Les parlementaires UMP accompagnés des ministres concernés ont continué aujourd'hui à recevoir un par un les syndicats. Dialogue un peu étrange. Les uns réclament l'abrogation, les autres se contentent d'écouter. Vincent Fourcade, Peggy Leroy, Hervé Pozzo. Hier les syndicats, aujourd'hui c'est au tour du patronat de rencontrer les parlementaires UMP. Toujours le même but, trouver une méthode pour mettre fin à plus de 2 mois de crise. Il est temps que partout on retrouve la voie de la raison et que la France se remette en marche. Au MEDEF, on a le sentiment que la situation est en train de s'apaiser. Les étudiants, eux, sont plus sceptiques. 1 heure de rencontre, ils disent avoir été écoutés. Toujours la même offre des parlementaires, modifier en profondeur le texte pour sortir de la crise. Du CPE ne resterait donc plus grand-chose, mais pour les étudiants, c'est encore trop. La modification en profondeur qu'on attend, c'est le retrait, la disparition, en finir tout simplement avec ce CPE dont personne ne veut. Sur les lèvres du président de l'UNEF, un sourire et toujours le même mot, abrogation. Problème, chez les négociateurs UMP, c'est un terme que personne ne veut employer pour le moment. Mais pour les étudiants, cela ne signifie pas forcément que le débat est clos. Purement et simplement, ils ont écouté. Effectivement sans a priori, ils ont montré aucun signe d'accepter ou pas d'engager une procédure d'abrogation. On est maintenant suspendu à leur décision. En attendant, les étudiants appellent à maintenir la pression et réclament à nouveau la fin du CPE sous 2 semaines. UMP et syndicats dans chaque camp se posent maintenant la même question, comment sortir du conflit sans perdre la face? Alors, retrait, abrogation ou aménagement, Dominique de Villepin lui-même s'est bien gardé de trancher. Le Premier ministre tenait sa conférence de presse mensuelle, la 9e et sans doute la plus attendue. Il défend toujours le CPE, écarte toute idée de démission et veut convaincre qu'il est toujours aux manettes. Jean-Baptiste Prédaly, Francis Forget. Il est attendu, guetté et fragilisé. Pour Dominique de Villepin, le rituel est resté le même, mais en plus, aujourd'hui, il y avait bien sûr la crise du CPE. La priorité immédiate, nous le savons tous, c'est bien sûr l'apaisement. Il est temps de sortir de la crise pour retrouver la sérénité et l'unité du pays tout entier. Il y a foule à Matignon, il y a aussi les réponses qu'on attend, les réponses aux rumeurs de démission par exemple. Le président de la République m'a confié une mission, qui est celle de mener la bataille pour l'emploi. Cette bataille, je l'amènerai jusqu'au bout. Sur le CPE, Dominique de Villepin l'a répété, c'est le temps du dialogue. Lui attend la fin des discussions entre syndicats et parlementaires UMP. Il les attend même avec modestie. La forme, le fond. Moi, je ne suis pas quelqu'un de susceptible. Je n'ai pas d'amour-propre dans ce domaine. Ce que je veux, c'est défendre les intérêts de notre pays, l'époque. Bref, la porte reste ouverte à toutes les solutions. Le Premier ministre a été critiqué jusque dans son camp. Il s'en remet à l'histoire. L'histoire est pleine de perdants et de gagnants. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, parfois, dans ce jeu de rôle, les choses changent.
En moins d'une heure, l'exercice est bouclé. Dominique de Villepin a même eu le temps d'annoncer 3 chantiers sur la formation, la précarité et l'emploi des jeunes. Une façon de marquer qu'il est toujours à Matignon et de se projeter dans l'après-CPE. Et à noter que le nom de Nicolas Sarkozy n'a jamais été cité pendant ces 90 minutes face à la presse. 2 réactions à cette intervention, celle de Julien Drey pour le Parti Socialiste et de Maurice Leroy pour l'UDF. On les écoute. On a eu le droit à un numéro exceptionnel, puisque le Premier ministre a continué à nous dire que finalement il croyait à son CPE. Il est visiblement le seul encore à y croire. Et peut-être que tout le problème est là d'ailleurs, c'est qu'il est encore le seul à y croire. Et que les autres ne savent pas comment lui faire accepter le fait qu'il va falloir le retirer. Il dit, Dominique de Villepin, le CPE, je persiste et je signe. Et donc ça veut clairement dire qu'en vérité, il n'a rien compris et rien écouté à ce qui se passait dans la rue, que ce soit les jeunes ou les salariés qui manifestent. Est-ce que le CPE mérite une telle crise ? Pendant ce temps, en tout cas, les syndicats d'étudiants maintiennent la pression. C'est presque devenu une habitude. Les grandes villes de France ont été aujourd'hui encore le théâtre d'opérations éclairs, notamment Paris et Toulouse. Elsa Palot, Frédéric Capron. Gare du Nord, les étudiants n'hésitent pas une seconde à monter à bord d'un Thalys. Ils sont près de 3000 sur les voies. Le trafic est totalement paralysé pendant près d'1 heure et demie. Toute la journée, les manifestants ont fait le tour des gares parisiennes et multiplié les opérations coup de poing. C'est vrai qu'on fait aussi ce genre d'action un peu spectaculaire pour montrer aussi qu'on est capable à un moment donné de bloquer aussi le pays et de mettre mettre une pression contre le gouvernement en fait. Sur l'autoroute qui mène à l'aéroport d'Orly, des images surprenantes. Des voyageurs contraints de partir à pied pour prendre leur avion. Les routes sont bloquées par les manifestants et l'exaspération est à son comble. Donc c'est pas drôle du tout. Pas drôle du tout, du tout. Du tout peu même. C'est minable. Bon, rien d'autre à faire. Bon, c'est pas drôle, hein. Faut y mettre le feu quand même. Mais dans certaines villes comme Toulouse, la tension est encore beaucoup plus palpable. À coups de matraque, les forces de l'ordre dispersent sans ménagement les jeunes qui bloquent les voies. Bilan, 5 interpellations et quelques blessés. Et à Toulouse toujours, action symbolique cette nuit, un convoi de l'Airbus A380 bloqué en plein élan, 2 ailes, un dériveur et 2 cockpits immobilisés pendant 2 heures par les étudiants. Tension également à Clermont-Ferrand devant l'usine Michelin. Le face-à-face est très tendu. Enfin, à Strasbourg, l'ambiance était beaucoup plus joviale, voire printanière. Armés de fleurs, 150 lycéens et étudiants anti-CPE ont bloqué pendant près de 2 heures le pont de l'Europe, reliant la ville à l'Allemagne. Depuis la semaine dernière, une ville est particulièrement en pointe, Nantes. C'est là que les cortèges sont les plus importants après les défilés parisiens. Les opérations coup de poing y sont quotidiennes. Les commerçants s'inquiètent. Sur place, Julia Delage, Sylvain Debat. Réduites en cendres, des centaines d'offres d'emploi. Encore une action coup de poing ce matin à Nantes. L'objectif pour ces lycéens, étudiants et salariés, rester visibles. Ça embête les gens, donc ils en parlent, donc ils en prennent conscience. Et c'est vrai que même si parfois ça peut gueuler fort parce que les gens sont pas contents, ils savent aussi qu'on ne baisse pas les bras et on continuera à se battre. Plus tôt dans la matinée, dans un autre quartier, on dévalise une ANPE. Ambiance bon enfant, mais les fonctionnaires avouent leur ras-le-bol. Il y a quelque part un petit manque de respect, je pense, par rapport aux personnes que nous recevons. Service de l'État, commerce, depuis plus d'1 mois, la mobilisation anti-CPE menace l'économie nantaise. Cette pharmacie du centre-ville, sur le trajet de toutes les manifestations, a perdu 50% de son chiffre d'affaires au mois de mars. Comme on bloque aussi les accès aux Nantes par des petites opérations coup de poing, les gens ne viennent plus à Nantes. Quand ils viennent, ils mettent 2 heures, donc ils viennent surtout pas en centre-ville. Ils ont peur de se retrouver dans les manifs, donc on n'a plus de clients. Ce restaurateur, lui, a même subi des dégâts matériels. Il y a eu des vitres de cassées, il y a eu un jet de fumigène à l'intérieur de l'établissement. Bon, c'est toujours une communication dont on se passe très bien. Inquiet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie a écrit au préfet. Il attend une réponse alors que des blocages sont déjà prévus pour demain. Dans certaines universités, les cours sont interrompus maintenant depuis 6 semaines. Il y a danger pour les examens et les présidents d'université donnent de la voix pour appeler à la reprise des cours. Ils cherchent aussi les moyens de rattraper le temps perdu. Nicolas Lemarinier, Jean-Louis Melin.
Un enseignant, des étudiants, bref, un cours en amphi, tout est rentré dans l'ordre sur l'un des 2 sites de l'université Lyon 2. Mais après 3 semaines d'arrêt, il y a beaucoup de matière à rattraper. Pour envisager des cours le soir vers 18h30 à 20h30 qui permettront de rattraper les cours, y compris les travaux dirigés. De plus en plus, les étudiants sont partagés entre leur diplôme et leur combat. Nous après vis-à-vis des professionnels, on a une plaquette qui dit qu'on a telle connaissance à avoir. Si on les a pas, ils vont pas nous engager, donc ça nous pénalise nous au final, quoi. Il faut savoir où placer ses priorités et je pense que la précarité qui nous guette après la fin de notre diplôme est quelque chose de très très important. Reprendre les cours, c'est une chose. Être prêt à temps pour les examens de juin, c'en est une autre. À la Sorbonne, depuis plusieurs semaines, plus de cours, des amphis vides. Dans certaines filières de lettres et sciences humaines, il est trop tard pour un examen en juin. Le président de l'université Paris 4 doit sauver les meubles. Si les cours reprennent tous intégralement sur tous les sites à la rentrée des vacances de Pâques le 24 avril, nous prolongerons les cours jusqu'à la mi-juin, de façon à rattraper à peu près le mois qui aura été perdu, et nous organiserons les examens sous forme de contrôle continu, c'est ce que je propose. Les présidents d'université ne cachent plus leur lassitude. Il y en a marre. Il y en a marre. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Et à mots feutrés, ils demandent au gouvernement le retrait du CPE. Moyen d'action. Cette sortie rapide de crise, elle exige que les mots demandés par les étudiants, par leurs représentants syndicaux, par les syndicats des personnels, soient prononcés. Ce soir, 8 universités sont encore totalement bloquées, 45 perturbées, 31 fonctionnent normalement selon le ministère. Même inquiétude dans les lycées. Ce matin, le ministre de l'Éducation, Gilles de Robien, a commencé à évoquer le problème du bac. Il faudra, dans beaucoup d'établissements, organiser des cours de rattrapage pour les terminales, dit-il. On l'écoute. Les sujets sont déjà en boîte, pardonnez-moi le terme. Les sujets sont déjà rédigés depuis plus de 2 mois. Ces sujets, évidemment, concernent tout le programme. Aussi bien le programme qui était enseigné au mois d'octobre que le programme qui doit être enseigné au mois d'avril, mai et juin. Et donc il est très important que les mesures de rattrapage soient faites, les recteurs s'en préoccupent dans chacune des académies. C'est encore possible, faut-il encore que tous les cours puissent avoir lieu. De fait, le nombre de lycées bloqués ou en grève a encore légèrement diminué, mais les situations restent tendues, car certains s'inquiètent précisément pour le bac. À Paris, Nabila Tabouri, Bruno Vignal. Ils courent les bloqueurs, et cette fois c'est pour défendre leur position face à des élèves en mal de cours. C'est pas qui a été décidé. Non, absolument pas. Dans ce lycée parisien, 2 semaines de perturbation, 3 journées de blocage et une seule consigne, ne laisser entrer que les élèves de classe préparatoire. Restés à la porte, ceux de terminale commencent à s'inquiéter. Comment voulez-vous rattraper des cours? Donc c'est ce qu'ils ne comprennent pas là. Pour l'instant, ils ne comprennent pas ça. Face au blocage, il y a les proviseurs qui veulent faire rentrer leurs élèves coûte que coûte. Dans les faits, il suffit de pousser un peu pour rentrer, c'est tout. Et il y a les proviseurs qui choisissent la fermeture. Lycée Buffon dans le 15e arrondissement, les vacances de Pâques ont commencé avec 2 jours d'avance. Devant notre établissement, on a effectivement à certains moments des échanges de cours. Donc ça ne me semble pas des conditions satisfaisantes pour effectivement commencer à envisager un enseignement. Ici, beaucoup d'heures de cours ont sauté. Pas trop inquiets, les professeurs pensent quand même au bac. Moi, j'ai donné un programme de révision à mes élèves pour les vacances, sur ce qu'on avait déjà un petit peu abordé. J'ai donné des polycopes de cours qui vont lire chez eux. Et puis, à la rentrée, on va faire des heures supplémentaires. Dans ce lycée de banlieue, les cours sont perturbés depuis 1 mois. La présence presque quotidienne des forces de l'ordre ajoute à la tension ambiante. Malgré tout, les professeurs restent confiants. Les élèves qui sont dans le mouvement, qui sont actifs, c'est des élèves actifs partout. Donc quand on les a en cours, ils sont actifs. Quand ils sont dans le mouvement, ils sont actifs. Et après, je pense qu'ils seront aussi en état de préparer rapidement les épreuves de l'examen. Selon le ministère de l'Éducation, 126 lycées restent bloqués sur 4330. C'est un peu moins qu'il y a 2 jours.
Et pour refermer ce chapitre, et alors que la crise, vous l'avez compris, n'est toujours pas dénouée, nous avons voulu savoir comment se déroule l'application du CNE, contrat nouvelle embauche. C'est le grand frère du CPE. Il est en vigueur depuis 7 mois. Même principe, même période d'essai de 2 ans, même absence de motif pour le licenciement, sauf qu'il s'adresse à tout le monde et seulement dans les petites entreprises, celles qui comptent moins de 20 salariés. Enquête signée Séverine Lebrun, Mathieu Bierden. Vanessa avait signé un contrat nouvelle embauche dans cette grande surface de décoration. Pendant 2 mois, elle est vendeuse. Tout semble bien se passer, mais un jour... Je suis arrivée le matin tranquillement au travail, j'ai fait ma matinée normalement. Et le midi, la femme de mon ancien employeur m'a convoquée. Et elle m'a dit que c'était pas la peine de revenir l'après-midi même. Donc en 5 minutes, j'avais plus de travail, quoi. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Dans le même magasin, plus d'une dizaine de CNE ont été signés, puis rompus, en quelques mois à peine. Elle a commencé le mercredi, le jeudi, le vendredi matin à 9h. Et pour qui, pourquoi? Toutes dénoncent un patron qui licencierait à sa guise. 5 minutes après, je te disais au revoir. Hein. Je ne pensais pas rester que 4 jours. Hein, ça, Mais s'il lui a jugé que vous ne faisiez pas l'affaire? Ben oui, c'était lui le maître, hein, le chef. C'est un peu je prends, je jette, c'est vraiment... Et puis il choisit vraiment l'employé modèle presque, mais bon, personne n'est parfait. Le patron, filmé ici en caméra cachée, se défend d'avoir abusé du système. Selon la loi, le CNE permet de licencier sans motif pendant 2 ans. C'est ce qu'il a fait. Pourtant aujourd'hui, 6 salariés l'attaquent au prud'homme. Il ne comprend pas. Mais vous ne dites pas quand même faire 5 licenciements dans les premiers mois, c'est un peu beaucoup? Non. Pourquoi? Non. Une personne qu'on juge qui ne correspond pas au profil du poste, je vois pourquoi je vais la payer, je vais la garder. Donc vous avez profité à fond du CNE en fait? Profiter, non. Partout en France, plusieurs dizaines de litiges liés au CNE seraient en cours d'examen devant les prud'hommes. Déjà, un tribunal a condamné un employeur pour recours abusif au CNE. Et chaque jour, les syndicats constituent de nouveaux dossiers. Là, c'est un employeur qui trouvait que son salarié avait été trop malade en 3 mois de CNE. Là, on a une entreprise de sécurité qui avait visiblement pris une personne en CNE à la place d'une mission d'intérim. Leur objectif, mener une guérilla juridique contre le CNE. Une des meilleures façons pour que ça ne s'étende pas, c'est de montrer que ces CNE n'apportent aucune sécurité, non seulement aux salariés, ça on en était convaincus, mais même au patronat. On a raconté au patron qu'avec le CNE, il pourrait faire n'importe quoi et licencier dans n'importe quelles conditions. Fort heureusement, c'est pas exact et on va s'employer à le démontrer. Des complications juridiques qui inquiètent déjà les patrons. Celui-ci a décidé de consulter une avocate. Il vient d'embaucher un CNE et veut éviter les ennuis. Je dois vous mettre en garde pour vous dire que c'est bien, que c'est une flexibilité, mais qu'il y a des règles. Pour une petite entreprise, le coût d'une sanction prud'homale est très grave, mais ça peut aller jusqu'au dépôt de bilan, peut aller jusqu'à des emprunts pendant des années à rembourser, donc c'est dramatique. Car même si le CNE permet de licencier sans motif, en cas d'attaque au prud'homme, l'employeur devra se justifier. Il faut de bons arguments, des subtilités qui avaient échappé à notre patron. Je pensais que c'était plus simple, bon, alors que effectivement, c'est pas tout à fait ce qu'on apprend quand même. Bon, il y a des clauses à respecter quand même assez contraignantes qui protègent le salarié quand même. Aujourd'hui, selon le gouvernement, plus de 350 000 CNE ont été signés. Mais impossible de savoir combien ont déjà été rompus. Oui, le gouvernement estime en tout cas que le CNE est un succès. Selon l'INSEE, entre 10 et 20 000 de ces contrats sont signés chaque trimestre. Rien à voir maintenant avec le CPE. Cette marche dans le calme est très émouvante contre la violence à Mantes-la-Jolie. Depuis 2 jours, un lycéen est dans le coma. Il a été frappé pour avoir défendu un camarade lui-même agressé. L'auteur présumé des coups a été arrêté aujourd'hui et c'est son âge qui retient l'attention. Il n'a que 14 ans. Sophie Rodier, Régis Maté. Ils se sont tous mobilisés pour Sébastien. 2000 lycéens de Mantes-la-Jolie sont venus de tous les établissements de la ville soutenir leur camarade de 16 ans, toujours dans le coma. Mardi dernier, Sébastien a été roué de coups par un collégien. Une vengeance. La veille, la victime avait empêché son agresseur de voler le lecteur MP3 d'un de ses amis, présent aujourd'hui lors de la marche et bouleversé par la tournure dramatique des événements.
Ça fait plaisir que tant de monde vienne pour cette cause. Voilà. Un à un, les meilleurs amis de Sébastien déposent une rose sur le lieu de l'agression. Merci pour votre soutien, pour sa famille, ses proches et pour lui-même. On voulait faire passer le message que cette violence, faut que ça s'arrête, ça peut plus continuer. Il y en a vraiment marre, quoi. L'agresseur présumé a été arrêté ce matin à son domicile du Val-Fouré. Il a aussitôt avoué. Il a 14 ans. Les enquêteurs sont convaincus qu'il a prémédité son agression. Il semble bien que ce soit une expédition punitive qui a eu lieu le lendemain. Il est allé le rechercher à l'établissement scolaire devant lequel il se trouvait. Et puis il y a eu cette bagarre, ces coups portés avec violence. C'est vraiment une affaire crapuleuse. Ce collégien sera présenté demain à un juge pour enfants. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison. Ce soir, selon les médecins, les jours de Sébastien ne sont plus en danger, mais il est trop tôt pour dire s'il conservera des séquelles. Un rebondissement dans le dossier de la Josacine empoisonnée, l'une des grandes affaires des années 90. Une fillette, vous vous en souvenez, avait trouvé la mort en prenant son sirop empoisonné au cyanure. Jean-Marc de Perrois avait été condamné à 20 ans de détention. Eh bien, après 12 ans, le tribunal vient de décider de le libérer. Mais le parquet a fait appel. Dominique Verdaillan, Mathieu Drejoux. Pour Jean-Marc de Perrois, la bonne nouvelle fut de courte durée. Alors que 3 juges avaient décidé ce matin de lui accorder une libération conditionnelle, le parquet a aussitôt empêché toute sortie en faisant appel, sous prétexte qu'il n'a jamais reconnu les faits. Je trouve qu'il n'y a aucun lien à faire entre la durée de la peine et la déclaration de culpabilité. On ne peut pas prendre en compte la position de M. de Perrois à l'égard des faits pour justifier la prolongation de sa détention. Ça me paraît tout à fait inadmissible. 11 juin 1994, Émilie Tanet, 9 ans, est prise de malaise après avoir absorbé de la Josacine. Elle décède à l'hôpital, empoisonnée par du cyanure versé dans le médicament. Le 25 mai 1997, Jean-Marc de Perrois est reconnu coupable. Il voulait empoisonner son rival, le mari de sa maîtresse, Sylvie Tocqueville. Jean-Marc de Perrois est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Depuis, 2 familles mènent un combat bien différent. Du côté du condamné, on attend la révision du procès. Du côté des parents d'Émilie, on voudrait la tranquillité. Si jamais la tranquillité de ma famille se trouve perturbée par la sortie de prison de Jean-Marc de Perrois, je prendrai à témoin l'opinion publique et les médias que vous êtes pour dire « vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas averti ». Interdiction d'évoquer l'affaire dans un livre ou lors d'une interview, c'était une obligation imposée par les juges. D'autres magistrats ont désormais 2 mois pour décider du sort de Jean-Marc de Perrois, qui a effectué près de 12 ans de détention. Justice encore en bref, Charles Pasqua a été mis en examen dans le dossier pétrole contre nourriture en Irak. Il est soupçonné d'avoir touché des bons de barils de pétrole en échange de sa supposée influence favorable au régime irakien. Charles Pasqua a toujours nié les faits. C'est lui-même qui annonce sa mise en examen. Les dernières heures avant les élections en Italie, la campagne s'achève demain soir et de la vie générale. Elle n'a jamais été aussi rude, aussi cinglante depuis la guerre. Silvio Berlusconi attaque tous azimuts. Aujourd'hui, il a accusé la presse, les patrons et les juges de comploter contre lui. C'est une infamie, dit-il. Le président du Conseil avait été empêché un peu plus tôt de participer à une émission sur l'une de ses chaînes, car le déséquilibre de temps de parole en sa faveur est très important. Les télévisions de son groupe ont d'ailleurs été sanctionnées pour propagande. Comme chaque jour, voici un aspect du pays à la veille du vote. On va voir ce soir qu'il y a encore, comme on l'apprenait en cours de géographie, 2 Italies. Celle du nord, moderne, riche, urbaine, le cœur économique du pays, et celle du sud, rurale, au mode de vie traditionnel, et qui continue à envoyer ses enfants chercher du travail à Milan ou à Bologne. Reportage Gérard Grisbeck, Romain Potocki. Stefania vit à Bologne. Bologne, capitale universitaire, Bologne-la-Rouge, mais aussi aristocratique avec ses 20 tours. À la Renaissance, il y en avait 180, symbole de la puissance des grandes familles. Bologne m'a toujours plu, depuis que je suis toute petite, depuis la première fois que je l'ai vue. Ici, on dirait que tout va plus vite. Les gens ont une mentalité tout à fait différente. Disons qu'ici, au nord, les gens ont l'esprit plus ouvert qu'au sud. Stefania est infirmière à l'hôpital où 70% du personnel est originaire du sud. Alors tu as pris des congés pour rentrer à la maison? Oui, je vais chez moi dans le sud. Combien de temps? 2 jours.
Comme elle, Domenico et Roberta viennent du sud et habitent Bologne. Aujourd'hui, c'est la fête. La tante est arrivée ce matin des Pouilles et a préparé les pâtes à la main, comme au village. Si on m'obligeait, je vivrais ici. Mais il faudrait vraiment m'obliger parce que je suis vraiment bien dans le sud. Il n'y a aucune raison de venir jusqu'ici, si ce n'est pour trouver un travail. Dans le sud, tu dois être pistonné par un homme politique, membre du gouvernement régional pour en trouver un. Stefania n'est pas la seule enfant du sud à vivre dans le nord. Comme chaque week-end, le train est bondé. Le voyage dure toute la nuit, le temps de rejoindre l'autre Italie. Ostuni, un village des Pouilles près de Brindisi. Un village qui l'hiver ressemble à un club du 3e âge. Myriam, l'amie d'enfance de Stefania, vit encore ici. Elle a trouvé un travail dans l'hôtellerie. Beaucoup sont partis faire leurs études à Milan, Rome, Florence, et à la fin, personne ne revient. Les seuls qui reviennent, ce sont ceux qui reprennent le travail de leurs parents. Stefania retrouve les odeurs du sud. Ça fait du bien de rentrer à la maison. Par rapport au nord, ici on vit avec 30% de pouvoir d'achat en moins. Vivre à Bologne au début, c'était pour moi comme une trahison. Et puis même ici, on a compris que c'était essentiel et vital pour moi de vivre dans le nord. Alors Stefania reviendra, mais comme touriste. L'été bien sûr, lorsque les plages sont prises d'assaut par les vacanciers venus du nord. La grippe aviaire, la maladie continue sa progression en Europe. Un premier cas de H5N1 a été détecté en Grande-Bretagne. Il s'agit d'un cygne sauvage trouvé mort en Écosse la semaine dernière. Avant-hier, on apprenait également qu'un élevage était touché pour la première fois en Allemagne. À noter enfin qu'en France, 1 mois et demi après la détection du premier cas, la consommation de volailles est pratiquement revenue à la normale. Les sciences avec la découverte de ce qui ressemble bien à un chaînon manquant de l'évolution des espèces. On s'est toujours demandé comment s'était effectué le passage entre les poissons et le premier vertébré qui a marché sur la Terre. Voici peut-être la réponse. Il s'agit d'une sorte de poisson alligator qui vivait il y a 375 millions d'années. Des fossiles ont été trouvés au Canada. Laurence Decher, Frédéric Bonne. Il arrive comme le messie qu'on attendait depuis longtemps. Le chaînon manquant de l'évolution entre poissons et vertébrés à 4 pattes. Le Tiktaalik, ici reconstitué, dont les chercheurs américains ont découvert le fossile sur une île de l'Arctique canadien, est une sorte de poisson alligator, transition entre la mer et la terre. Ces éléments sont si bien préservés qu'on peut voir la texture de leur peau, la texture des os de la tête. On peut même voir la relation entre les os. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la plupart des découvertes de fossiles. Des pattes musclées, une tête qui peut bouger indépendamment du corps, des yeux au-dessus de la tête. Tiktaalik n'avait déjà plus la même respiration que le poisson et une nageoire très mobile et évoluée qui deviendra plus tard une patte. Il avait déjà une respiration avec des poumons et en même temps, il garde une nageoire qui a une structure de membres marcheurs mais qui n'a pas de doigts. En l'occurrence, à la place des doigts, il y a des rayons comme chez des poissons. Entre 380 et 360 millions d'années, c'est le Tiktaalik qui nous a donc sorti la tête de l'eau, une découverte capitale sur l'évolution des espèces. Santé avec une étude sur la calvitie. Elle montre que la perte de cheveux travaille, entre guillemets, beaucoup les hommes, 3 sur 4 selon cette étude, avec souvent à la clé un sentiment de dévalorisation. Les traitements ont toujours existé, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et la chirurgie esthétique, les implants, n'est plus réservée à quelques privilégiés. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Frédéric Monteil, Frédéric Capron. Au jeu de la loterie capillaire, il y a les heureux gagnants hirsutes et les célèbres perdants comme Pascal Obispo qui ne dit pas à sa calvitie. Fabien Berthez, version 93, était moins célèbre que sa coupe 98. La boule à zéro, zéro souci, pas si sûr. 71% des Français pensent que les cheveux font partie du pouvoir de séduction. Les perdre d'un coup de balai fait fuir la jante féminine. C'est moins attirant, c'est triste, on voit le cuir chevelu qui brille. Et la mode un peu Barthez Ah non, c'est horrible. Moi j'adore parce que mon mari est comme ça.
Elle aime pas. Non, moi j'aime pas. Voilà. Pourquoi vous aimez pas, madame? Parce qu'un homme, ça doit avoir des cheveux. Et même en avoir beaucoup, entre 100 000 et 150 000. Nous en perdons naturellement jusqu'à 60 par jour. Au-delà, c'est l'alopécie, le crâne se dégarnit. Passage recommandé chez le dermatologue. 2 médicaments ont fait leur preuve depuis 10 ans, une lotion et un comprimé. Mais attention, pas de miracle en vue. On n'a pas forcément la certitude d'induire des repousses, mais on a quand même à peu près 40% des gens qui ont des repousses de cheveux sous traitement. Donc ça vaut tout à fait le coup d'essayer. Il existe aussi des cliniques chics, au prix choc. 3 000 à 4 000 euros la microgreffe capillaire. Les chirurgiens prélèvent une bandelette de cheveux de quelques millimètres de largeur dans la nuque. La bandelette est ensuite découpée sous microscope. Les cheveux sont réimplantés. La repousse masque la calvitie en 2 mois. S'il n'avait rien fait, aujourd'hui, il n'aurait que ça, et tout ça serait chauve. Ça lui permet de garder, pendant toutes ces années, une certaine jeunesse du regard. Est-ce que les cheveux qu'on prend derrière la nuque, ils tiennent restent toute la vie? Ça permettait de garder une certaine jeunesse. C'est important, ça, de garder ses cheveux? Oui, surtout quand on fait un métier où on a du contact. L'éternelle quête de la jeunesse laisse parfois de mauvais souvenirs. Cicatrices ou balafres dans la nuque. Pour y remédier, une autre solution, l'extraction folliculaire. Autrement dit, réimplanter les cheveux un par un, et en cas de besoin, on récupère les poils du torse et ceux des jambes. Les greffons obtenus par cette technique seront très fins, et lorsqu'ils seront implantés, ces greffons seront parfaitement indétectables. Comptez quand même 6 euros par cheveu réimplanté. À ce prix-là, mieux vaut s'offrir une perruque entre 500 et 1500 euros. Et on vous le garantit, la moumoute moderne ne s'envole pas. C'est très bien. Ouais, là, il n'y a pas de problème. Si ça se détachait, ça serait le drame. Oui, ça serait gênant. Ça pèse entre 20 et 30 grammes. Hein. Ça pèse entre 20 et 30 grammes. Et je l'ai testé au bord de l'océan Atlantique et je peux dire qu'il n'y a aucun problème. Non, j'ai pas couru après mon complément capillaire. Hein. Dans cette histoire, ceux qui râlent le plus, ce sont bien sûr les coiffeurs. 5 à 7 millions de chauves en France, c'est autant de clients en moins. L'environnement, l'Assemblée nationale débat en ce moment de la gestion des déchets nucléaires. On parle souvent des centrales nucléaires, mais beaucoup de ces déchets viennent aussi d'autres applications. L'hôpital, par exemple, utilise de plus en plus cette technologie nucléaire. Voici la filière de retraitement à Amiens, reportage Florence Mavic, Frédéric Faure. Pas de centrale nucléaire aux portes d'Amiens, mais un hôpital. Dans un dédale de couloirs, on croise des chariots en apparence anodins, dont le terminus est ici. Un banal local à poubelle. Mais dans ces sacs, on trouve des seringues, des gants, des flacons contaminés par des substances radioactives. Au total, 3 tonnes de déchets étroitement surveillés. Leur très faible taux de radioactivité décline naturellement en quelques heures ou quelques mois. Vous estimez qu'au bout de 15 jours, ces déchets ont perdu leur taux de radioactivité? Pour ces 2 radioéléments, oui. Technétium et fluor 18. Chaque hôpital qui possède un service de médecine nucléaire utilise des produits radioactifs pour l'imagerie médicale et les traitements anticancéreux ou thyroïdiens. Fluor, iode, radium, on ne manipule pas ces choses-là sans prendre des précautions. Une goutte à l'air libre pourrait représenter un danger pour le personnel et les patients. On peut se faire irradier sans s'en rendre compte en fait. Une contamination, elle est là. Elle peut être par exemple sur le support de la poubelle là, et elle nous contamine alors qu'on ne sait pas en fait. Mais les déchets radioactifs prennent aussi une forme que l'on ne soupçonne pas. Cette patiente reçoit une injection avant son examen. La dose radioactive va se retrouver dans ses urines. Le produit qu'on injecte va se concentrer préférentiellement, va être éliminé par les reins, donc se retrouve dans la vessie. Donc il y a la plus forte radioactivité se retrouve au niveau de la vessie. Pour éviter que les urines toxiques ne migrent dans les égouts, des filtres équipent les toilettes des hôpitaux. Une fois incinérées, les cendres sont entreposées dans l'Aube, dans ce centre de stockage de déchets nucléaires faiblement radioactifs. Sport, football, Barcelone, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Catalans ont battu le Benfica Lisbonne 2-0. Les 2 attaquants vedettes du club, Ronaldinho et Eto'o, ont marqué. À noter également la qualification d'Arsenal face à la Juventus de Turin. Et puis un petit cocorico, la Coupe de France sera diffusée sur France Télévisions dès la saison prochaine. Les droits ont été attribués aujourd'hui par la Fédération. Musique avec une voix célèbre, celle de Sky Edwards. Elle a fait le succès du groupe Morcheeba pendant des années. Aujourd'hui, Sky Edwards entame une carrière solo. Olivier Lenuzza et Yann Moine.
Portobello, l'un des quartiers branchés de Londres. C'est ici que vit Sky Edwards. Son visage, son nom vous sont peut-être étrangers. Sa voix, elle, fut pendant 8 ans la signature du groupe Morshiba. Après 4 albums et 5 millions d'exemplaires vendus, Sky quitte Morshiba et entame une carrière en solitaire. Ce jour-là, elle nous reçoit non dans la suite d'un grand hôtel, mais dans l'arrière-salle d'un restaurant. Pour ce disque, Sky s'est entourée de producteurs prestigieux qui ont travaillé avec Madonna, Brian Ferry, U2. Le fait d'être seule, cela m'a obligée à m'investir encore plus dans tout le processus de création de l'album. Cela a demandé du temps, s'entourer des personnes avec qui j'avais envie de travailler, et puis l'écriture des chansons. C'était déjà la même chose avec Morshiba. Je n'ai pratiquement pas accès aux radios anglaises. Heureusement, les autres pays européens sont plus ouverts. Toute sa carrière, Sky Edwards a pioché ses influences dans le hip-hop, la soul, la funk et le blues. Son style, elle a su l'imposer sans matraquage médiatique, juste en suivant sa voix. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Alain Duhamel reçoit Dominique Strauss-Kahn. La météo, Patrice Drevet, 20h50, envoyé spécial Guylaine Chenu, Françoise Joly, avec au sommaire notamment les femmes et le tourisme sexuel, reportage en Gambie. À lundi, tout de suite, question ouverte.